Nous sommes avec le préfet David Clavière, le directeur du CNAPS. C'est l'heure du bilan après les Jeux Olympiques. On va en parler sur ALnews Sécurité. Merci d'être avec nous, monsieur le préfet. D'abord, la sécurité privée, est-ce qu'on peut dire qu'elle est sortie renforcée après les Jeux Olympiques et Paralympiques ? Monsieur Derivatat, d'abord bonjour, merci de votre invitation pour parler de ce moment un peu exceptionnel pour tout le monde. Alors pour répondre directement à votre question, oui, elle a clairement réussi son pari. Moi je dirais même avec d'autres qu'elle a la médaille d'or de la sécurité, avec les acteurs de la sécurité publique. Pourquoi ? En deux raisons en gros. La première, c'est qu'elle a réussi sur le plan quantitatif. Rappelez-vous ce qui se disait avant les JO, on ne va jamais y arriver, la sécurité privée a déjà besoin de 20 000 hommes et il en faut 20 000 de plus. Mais en réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'on a réussi. Je rappelle qu'au cours d'une Olympiade, jamais un pays n'avait réussi à réunir les agents de sécurité privée nécessaires. On a tous en tête l'exemple de Londres, où le leader mondial n'avait pas réussi à avoir le nombre suffisant. Et puis sur le plan qualitatif, qui est le plus important, il n'y a pas eu d'incident, il n'y a pas eu de sujet. Au fond, tout s'est bien passé, tout a été fluide. L'expérience spectateur, comme on le dit souvent, a été très bonne. Et la coordination entre la sécurité publique et la sécurité privée, c'est très bien faite. Donc je dirais qu'elle en sort évidemment renforcée. Elle a réussi son pari. Et je crois que l'avenir est, sinon radieux, en tout cas très intéressant pour la sécurité privée. Oui, on parle beaucoup du continuum sur ALnews. Il a gagné, vous pensez, ses lettres de noblesse? Il est monté en niveau pendant cette période? Oui, incontestablement. Je crois que c'était une condition nécessaire. C'est que l'articulation entre les forces de sécurité publique qui étaient sur la voie publique et les forces de sécurité privée qui, elles, étaient sur les sites, se passe bien. La coordination s'est faite dans le cadre des PCS, c'est-à-dire des PC de sécurité. Elle s'est faite sur le terrain et elle s'est bien faite. Et donc je crois que chacun a appris à se connaître. Parce qu'on parle souvent du continuum en sachant pas exactement ce que ça veut dire. En réalité, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la sécurité, c'est une coproduction entre différents acteurs. Bien sûr, on pense tout de suite aux forces de sécurité intérieure, mais il y a tout le reste, et il y a notamment la sécurité privée. Et une des conditions pour que le continuum se renforce, c'est de se connaître, c'est d'avoir confiance l'un en l'autre. Eh bien, je crois que cette période des JO a été une période très intéressante pour ça. Oui, parce que la sécurité privée n'avait pas avant cette estime de la part de la sécurité publique. Elle n'était pas vraiment dans la confiance totale. Oui, alors vous savez, ça, la confiance, ça se construit. Bon. Et puis je prends souvent cet exemple. Il y a 20 ou 30 ans, les polices municipales étaient exactement dans la même situation. C'est-à-dire qu'on disait, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de police municipale à la main des maires ? La seule vraie police, c'est la police nationale qui a toutes les compétences. Et je dirais que la sécurité privée, c'est un peu la même chose. Pour l'instant, ou juste avant les JO, on la regardait un peu comme, bon, c'est celle qui est chargée de faire du gardiennage, comme on dit, hein, c'est le vigile devant Franprix. En réalité, la sécurité privée, c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. Il est évident que dans l'avenir, il faudra de plus en plus s'appuyer sur cette sécurité privée. Et elle en a démontré... elle a démontré ses compétences là-dessus et son savoir-faire. Alors ça veut dire plus de formation et puis à terme plus de recrutement, plus de confiance donnée à cette sécurité privée. Oui, ça veut dire d'abord, je voudrais rappeler d'abord qu'il y a une réglementation. Il y a une réglementation dont le CNAPS d'ailleurs est chargé du point de vue du contrôle, qui assure quand même une fiabilité de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on ne rentre pas dans la sécurité privée comme ça. Il faut démontrer une aptitude et il faut démontrer ce qu'on appelle une moralité. C'est-à-dire, pour le dire plus simplement, on vérifie que chacun... est bien fiable sur le plan de la sécurité de la nation en particulier. Bon, et bien ça déjà, c'est un environnement qui fait que on peut dire qu'elle est fiable. Bon. Mais après, il faut construire tout ça. Et il faut le construire avec les autres acteurs de la sécurité. Encore une fois, les JO ont été pour ça une occasion très importante. Maintenant s'ouvrent d'autres chantiers sur le terrain, concrètement, sur des lieux où il faut assurer la sécurité. Et vous l'avez sans doute vu, le ministre, les deux ministres, le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Sécurité du quotidien, vont demander au préfet des plans de restauration de la sécurité du quotidien. Il est évident qu'il faudra s'appuyer sur l'ensemble des forces nécessaires, y compris sur la sécurité privée. Ce qui veut dire donc un partage des missions, peut-être aussi un accès aux fichiers. Ça veut dire donc peut-être ouvrir les portes de certains services qui jusque-là étaient fermés au privé. Alors ça, on verra. Pour l'instant, les ministres ne se sont pas exprimés là-dessus, mais il est évident que dans la réflexion globale sur le continuum, il y aura des choses sur ce que peut faire la sécurité privée, les nouvelles compétences. Le groupement des entreprises de sécurité, qui est l'organisme patronal le plus important, revendique des transferts de compétences, revendique plus de compétences. Bon, ça, pour l'instant,
il faut une concertation là-dessus. Hein. Qu'est-ce qu'on peut prendre, qu'est-ce qu'il faut. Ce qui compte, c'est que chacun à sa place contribue à cette coproduction de sécurité dont je parlais. Oui. Alors, bon, David Clavière, préfet, vous êtes directeur du CNAPS. Est-ce que justement les JO ont poussé le CNAPS à s'adapter, à évoluer? Oui, alors les JO, pour moi, ont été un levier de transformation du CNAPS exceptionnel. Pourquoi? D'abord, on était très attendus. On était très attendus sur plusieurs choses. Un, sur la charge de travail. Je voudrais juste dire en quelques mots que c'est dans les derniers mois que ça s'est passé, c'est-à-dire le recrutement des agents de sécurité, et donc nous, notre travail en aval, c'est-à-dire s'assurer de leur aptitude, s'assurer que justement ils ne posent pas de problème du point de vue de la sécurité. Tout ça devait être fait dans des délais très, très, très resserrés. Hein, au cours des 2 derniers mois, on a traité plus de 3000 ou 4000 cartes professionnelles. Bon, ça s'était jamais fait. Et puis, ce qui a été demandé au CNAPS aussi, c'est de travailler en partenariat. Des éléments ou des nouveaux outils ou des innovations qui ont été mises en place pour justement traiter rapidement et permettre à ces agents d'arriver vite sur le terrain. Ça vous a permis aussi de filtrer, peut-être, d'analyser certains profils, de les écarter, ce qui était quand même assez extraordinaire pour éviter le pire pendant les JO. Bah, c'est très simple, on a repassé au fichier les 280 000 agents de sécurité privés. Hein, on l'a fait avec l'aide du SNEAS, qui est un organisme qui organise les enquêtes administratives. Et on l'a fait, et le ministre Darmanin à l'époque s'était exprimé sur le sujet, on a écarté 800 personnes, dont, je le dis très clairement, dont quasiment 150 fichiers S. Ce qui montre le travail qui a été fait, et je crois ce qui a contribué aussi au fait que tout se passe bien, en réalité, qu'il n'y ait pas d'incident, même grave, disons, même sans conséquences graves, dans le milieu de la sécurité privée. Alors vous parliez des nouveaux risques, il y en aura de plus en plus, l'insécurité progresse en France, on le voit bien, ce qui mobilise donc toutes les forces disponibles, comme disait Bruno Retailleau devant l'école de police de Toulouse. Il y a aussi la protection dans les aéroports. Est-ce que ça aussi, ça évolue, ça va évoluer? Est-ce que les JO ont joué un rôle important? Là-dessus, sur les compétences des agents de sécurité privée dans les aéroports et dans leur articulation avec la sécurité publique, à ce stade, non. Mais par contre, il y a eu des renforts qui sont arrivés, et nous, on s'est mis en position de faciliter le recrutement des agents de sécurité privée dans les aéroports, et de leur permettre notamment d'avoir plus facilement, et dans un cadre juridique assez confirmé, d'avoir, par exemple, accès aux images de vidéoprotection. Ouais. Voilà, donc ça, c'est un exemple de continuum, mais qui existe déjà depuis longtemps. Mais l'idée, c'est qu'il se renforce. Alors, les nouvelles technologies sont en train d'exploser. On voit bien qu'il y a plein de techniques qui arrivent. La reconnaissance faciale qui a été expérimentée durant les Jeux Olympiques. Il y aura peut-être des prolongations, des prolongements, si je puis dire, pour continuer d'utiliser cette reconnaissance faciale? Alors, une précision, ce n'est pas la reconnaissance faciale qui a été expérimentée, parce que pour l'instant, ça, c'est interdit juridiquement. En revanche, ce sont des algorithmes qui peuvent reconnaître des comportements ou des mouvements de foule. Ça a été expérimenté dans le cadre des JO. Alors moi, personnellement, je n'en ai pas les retours, mais je sais que d'autres acteurs le font. J'ai vu que les préfets de police avaient demandé la prorogation de ces expérimentations, c'est donc un intérêt, et on le voit bien, et ça peut avoir des intérêts, y compris en matière d'ordre public. Dans les transports, on voit très bien l'intérêt de savoir s'il y a un mouvement de foule, ce qui se passe, s'il y a un comportement qui n'est pas normal. Donc il est évident que ça va se poursuivre, sans doute se renforcer, et derrière, il faudra des agents qui seront susceptibles, qui surveillent et d'interpréter les images. Et ensuite d'alerter les forces de sécurité intérieure. Donc ça sera un élément très important aussi du continuum dont on parle depuis le début. Ça veut dire de nouveaux métiers qui vont apparaître? Oui, alors ce sont des métiers qui existent déjà. Opérateur de vidéoprotection, c'est le terme générique, mais on voit bien que ça va se spécialiser. La sécurité privée peut aussi utiliser des drones. Bon, donc on voit bien que la technologie est en train de prendre une place très importante, et c'est bien normal. C'est bien comme ça qu'on va améliorer la sécurité. Je dirais même c'est le binôme technologie-homme. Et la sécurité privée, pour l'instant, on est à ses débuts. D'ailleurs, comme la sécurité publique. Je pense que ça, progressivement, tout ça va progresser et qu'on va voir des progrès assez importants dans les méthodes, dans les méthodologies de surveillance, de gardiennage des bâtiments, de lutte contre la délinquance. Je pense que ça sera très important. Et le CNAPS va devoir faire évoluer sous sa pression les formations pour le futur? Oui, alors c'est à l'œuvre. On voit bien d'ailleurs que c'est une demande des... je parlais du GES, là, du groupement des entreprises de sécurité. On voit bien qu'ils ont compris que la formation était quelque chose de très important. C'est la manière dont
la sécurité privée va monter en gamme. Et c'est surtout la manière dont ils vont pouvoir justifier peut-être de prix plus importants demandés aux donneurs d'ordre. Parce que ça, c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, la sécurité privée, il y a de tout, si vous voulez. Mais une partie, on voit bien que les donneurs d'ordre ne sont pas prêts à y mettre le prix. Alors vous savez, la sécurité privée, c'est comme l'ensemble de la sécurité. Quand tout se passe bien, on ne la voit pas. C'est quand ça se passe mal qu'il faut des gens de qualité qui ont les bons réflexes. Et je pense que ça, c'est un élément très important. C'est comment les donneurs d'ordre s'emparent du sujet et payent une sécurité haut niveau, et notamment une sécurité privée. Là, vous touchez du doigt un point important, et toutes les entreprises privées qui nous regardent, entreprises de sécurité privée, elles se disent oui, très bien, mais qui acceptera de payer le prix? Est-ce qu'il faut remonter, par exemple, les taux horaires? C'est une possibilité. Alors, comme vous le savez, il n'y a pas de prix minimum. Dans d'autres pays, il y a un prix minimum. Il faut le savoir. C'est pas. Est-ce qu'il faudrait peut-être en France? Je ne sais pas si on doit aller jusque-là. Le GES a pris une initiative très intéressante, c'est de publier un indice du coût de revient de la sécurité privée. Et donc, ça permet de suivre l'inflation. Et une circulaire, à l'époque de la Première ministre, Elisabeth Borne, avait demandé à l'acheteur public, aux acheteurs publics, de prendre en compte ces augmentations de taux horaires. Donc je pense que c'est sans doute la bonne méthode. À mon avis, il faut aller au-delà, il faut une concertation pour que les donneurs d'ordre prennent en compte aussi ce que ça veut dire que d'imposer des tarifs aussi bas et prennent conscience qu'une sécurité dans les entreprises, dans les environnements où il y a beaucoup de foule, etc., est très importante. C'est vrai des centres commerciaux, c'est vrai des boutiques en général. Certains acteurs, ils mettent le prix. Est-ce que justement le ministère de l'Intérieur serait prêt à collaborer, à coopérer justement avec la sécurité privée sur le paiement de factures? Alors ça, on va voir. Vous avez peut-être vu ce matin être paru un décret ce qu'on appelle un décret d'attribution du ministre délégué à la sécurité du quotidien, dans lequel figure la sécurité privée. Donc je pense qu'il va s'en emparer. Ça va être un sujet très important, pas tout seul, parce qu'il y a des sujets économiques qui relèvent de son collègue de Bercy. Mais à mon avis, oui, c'est un élément important et qui va devoir être mis sur la table. Oui, parce que si on partage les tâches, si on demande au privé d'intervenir, il y aura peut-être un partage sur les budgets. Oui, en tout cas, il faudra les payer, c'est évident. Ouais. Et c'est vrai que dans la balance, il y a des sujets éventuels de transfert de compétences. En tout cas, tout ça est sur la table, tout ça doit faire l'objet d'une concertation. Ça avait déjà été un peu le cas au moment, rappelez-vous, du livre blanc de la sécurité. À l'époque, le ministre était Christophe Castaner. Il y a déjà beaucoup de choses dedans, en réalité. Donc je pense qu'on ne part pas de rien et qu'on pourrait largement progresser. Si on regarde vers le futur, comment va évoluer le CNAPS? Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, les JO ont été un formidable levier de transformation. Eh bien, je vais poursuivre. Beaucoup m'ont demandé, mais est-ce que c'est un feu de paille? Non, ce n'est pas un feu de paille. C'est une évolution structurelle très importante sur plusieurs sujets. Le service au public. Moi, je veux un service irréprochable. Aujourd'hui, on donne des habilitations en 2 ou 3 jours. Déjà, c'est pas mal pour un service public. C'est-à-dire entre la demande et la réponse, on fait en 2-3 jours. Je veux conserver ça et je veux qu'on le fasse de manière très, très rapide. Deuxièmement, on est en train de mettre en place, c'est un peu technique, mais je le dis parce que c'est très important, on est en train de prendre un virage digital en remplaçant notre système d'information, qui est justement ce qui nous permet de communiquer avec les agents. Ben ça va permettre des gains de productivité très importants. Deuxièmement, je professionnalise le contrôle. Le CNAPS est chargé du contrôle des entreprises. Je veux qu'on soit plus crédible, je veux qu'il y ait plus de contrôle et qu'il soit plus ciblé là où existent les véritables comportements qui posent problème. Problème de travail dissimulé, des sujets d'usurpation d'identité d'agents de sécurité privée, c'est très grave tout ça. On a l'impression que c'est technique. Non, c'est très grave. Si vous avez des gens sur place qui ne sont pas agents, qui se font passer pour d'autres, vous voyez bien que la qualité ne peut pas être au rendez-vous. Donc ça, c'est très important. Et puis troisièmement, un enjeu qui est plus interne, mais qui est très important, c'est assurer une plus grande transversalité au sein du CNAPS. Pourquoi je dis ça? Parce que pendant longtemps, le CNAPS a fonctionné, il y avait des commissions locales qui étaient un peu autonomes. Maintenant, il y a un directeur, un vrai directeur exécutif, qui gère l'ensemble de l'établissement. Et donc l'idée, c'est d'être plus efficace ensemble au sein du CNAPS, et encore une fois, pour le bénéfice de la sécurité privée. Est-ce que tout de même, il n'y a pas un problème de pénurie de main-d'œuvre? Est-ce qu'on arrive à trouver aujourd'hui les bonnes personnes au bon moment pour le bon endroit? Eh bien, un seul exemple, il y a 2 ans, quand je suis arrivé, les personnes habilitées à la sécurité privée étaient au nombre de 280 000. 2 ans après, ils sont 296 000. Ça, c'est l'effet JO. Ça, c'est l'effet de la mobilisation de l'État aux côtés de la sécurité privée. L'État a quand même mis plus de 60 millions sur la table pour former
On a formé 26 000 personnes. Il y a eu 15 000 recrutements pour les JO, et ces gens-là, pour une bonne partie, alors je ne sais pas combien pour l'instant, mais vont rester. Et puis troisième point, la sécurité privée a attiré des profils très intéressants, des étudiants, des gens qui vont pouvoir à l'avenir être des cadres intermédiaires de la sécurité privée. Or on sait très bien que ce qu'on appelle le chef d'équipe, qui permet de gérer tout le monde sur le terrain, c'est un élément, c'est un maillon essentiel. Ah, vous voulez dire que ceux qui ont été recrutés pour les JO, agents de sécurité, qui avaient une mission sécurité, sont restés dans la profession ou resteront? Je pense qu'un grand nombre restera. Alors, il y a des étudiants pour lesquels on sait très bien que c'est un job d'appoint. Mais par exemple, dans le milieu de l'événementiel, c'est très important, ces gens-là, parce que ça leur permet, eux, de gagner un peu de sous et de contribuer à la masse des agents de sécurité privée nécessaires pour un festival, pour un match de foot, etc. Et puis il y a tous les autres, parce qu'il y en a beaucoup qui s'inscrivent dans une longue durée. Et cela, je pense que si la sécurité privée fait ce qu'elle a à faire, c'est-à-dire de meilleurs salaires, une fidélisation, des classifications de postes qui déroulent une carrière, je pense qu'ils sauront les garder, et tout ça pour le bénéfice de la sécurité en France. Alors, dans les attributions de nouvelles missions, est-ce que le CNAPS, lui, va jouer un rôle, va être moteur pour permettre, par exemple, aux agents de sécurité privée de pouvoir procéder à des fouilles qu'ils n'ont pas le droit de faire aujourd'hui, sauf, je crois, dans des cas exceptionnels pour la sûreté nucléaire, il me semble. Mais est-ce que vous allez demander justement à cet élargissement de fonctions? Alors aujourd'hui, ils peuvent faire ce qu'on appelle des palpations ou des fouilles. Alors sans doute ce à quoi vous faites allusion, c'est par exemple, il y a un sujet sur l'ouverture des coffres de voitures. Bon, ça c'est un sujet dont tout le monde est bien au courant du sujet. Alors ça demande une mesure législative. Bon, bah, ça c'est typiquement le genre de mesure sur laquelle tout le monde est d'accord. Simplement, bah, ça demande une loi. Et pour moi, ça fera très clairement l'objet de la concertation dont j'ai parlé, et qui sera forcément mis sur la table. Mais oui, ça, typiquement, c'est le genre de sujet qui améliore la sécurité. Donc évidemment, il faut le faire. Dernier point, pour en revenir à l'actualité, Bruno Retailleau, devant l'école de police de Toulouse, dit qu'il faut compter sur toutes les forces mobiles. On en a quand même parlé un petit peu tout à l'heure. C'est un vœu pieux ou c'est vraiment un encouragement à tous ceux qui nous regardent, qui travaillent pour la sécurité privée? Ils peuvent se dire, oui, demain on travaillera main dans la main avec la police, avec la gendarmerie. Il a même dit, Bruno Retailleau, il faut que l'on utilise les mêmes méthodes que pour la lutte contre le terrorisme. Le ministre, il a raison de dire ça. Il a raison de dire qu'il faut s'appuyer sur tout le monde. Je l'ai dit tout à l'heure, la sécurité, c'est une coproduction. C'est pas vrai de dire c'est juste les forces de sécurité intérieure, c'est les polices municipales, c'est les forces de sécurité privée. Ça va bien au-delà d'ailleurs. C'est l'éducateur de rue, c'est l'école, etc. Donc de toute façon, c'est une coproduction. Ensuite, oui, il faut organiser les conditions pour que tout ça fonctionne. Le ministre de l'Intérieur, au cours de la même occasion, a demandé au préfet des plans de restauration de la sécurité du quotidien. Bah, la sécurité du quotidien, c'est tous ces acteurs qui y contribuent. Et la sécurité privée, elle en sera un maillon très important, j'en suis persuadé. On peut se sortir de cette guerre qui a démarré avec les trafics de drogue. Vous pensez que justement le continuum est suffisamment solide pour se sortir de cette impasse? Alors là, moi je suis le directeur du CNAPS, donc je m'occupe de sécurité privée. Les agents de sécurité privée n'ont pas de compétences particulières. En revanche, par exemple, la sécurité privée contribue à la sécurisation des espaces des bailleurs sociaux, par exemple. Donc on voit bien que la présence sur ce type de zone, sur ce type de bâtiment, peut avoir son intérêt en termes de renseignement. C'est là où le continuum peut être tout à fait intéressant, en termes d'information et d'articulation avec les forces de sécurité intérieure. Vous savez, quand on parlait du gardien ou du concierge... Ou l'îlotier, autrement. Ou l'îlotier. Ouais. Bah, vous voyez, d'une certaine manière, la sécurité privée peut tout à fait jouer ce rôle. Sécurité privée, donc en voie vers le futur, sur la route du futur. On a bien compris. Merci beaucoup, monsieur le préfet David Clavière, directeur du CNAPS, d'être venu sur ANews Sécurité.